Pour mettre la table, j'aimerais savoir, peut-être je vais m'adresser à M. Racine, quels sont les principaux enjeux au niveau environnemental, au niveau de nos deux MRC ici, mais MRC de Lillet et MRC de Montmagny? Bien, la gestion des matières résiduelles est un gros enjeu parce qu'on a des mandats donnés par le gouvernement et aussi des dates à respecter. Alors, on sait à Montmagny, là, il y a plusieurs gens de Montmagny ici, on va avoir le compostage à la maison, donc le service de collecte des matières putrescibles à la maison. Fait que ça, c'est pas par une décision qui est venue comme ça pour dire qu'on va faire comme les autres, mais c'est parce qu'on a vraiment un enjeu de réduire les matières qui se rendent dans les sites d'enfouissement. Alors, on pense à Berthier-sur-Mer, il y a eu cette expérience-là qui était très concluante. Ça a fait baisser beaucoup je ne sais pas les chiffres exacts, là, mais ça a fait baisser quand même beaucoup les matières qui se dirigeaient vers les centres d'enfouissement. Et même, ça a baissé le recyclage, parce que il y a des fois, il y a des gens qui mettent au recyclage des choses qui sont finalement rejetées quand le carton est souillé et tout, ce qui va aller dans la matière putrescible. Ça, c'est du côté de la gestion des matières résiduelles. Du côté de l'aménagement, développement, bien, on a le transport collectif sur lequel on travaille, et puis qu'il y a des gros enjeux d'organisation sur un territoire rural, de financement par les ministères. Et puis, il y a des projets qu'on travaille avec vous pour le covoiturage, les stationnements incitatifs. Au niveau de la gestion des cours d'eau aussi. Qu'est-ce qu'un cours d'eau? Comment on les protège? Comment on travaille aussi avec le milieu pour sensibiliser les gens à la protection des cours d'eau? On est toujours pour la vertu, mais quand c'est sur notre terrain, bien, c'est des mètres de terrain qu'on perd quand on est agriculteur, quand on est forestier, c'est qu'on ne peut pas couper les arbres et tout. Donc, cette sensibilisation-là de l'intérêt de protéger les cours d'eau, comme dans tous les domaines environnementaux, la sensibilisation, c'est un gros enjeu. On a deux MRC qui sont très rurales. Oui. Est-ce qu'il y a la problématique des centres Montmagny ou Saint-Jean-Paul-Joli versus les villages au niveau des matières résiduelles? Est-ce qu'on vit les mêmes réalités ou est-ce que la capacité, à quelque part, des citoyens de payer pour ces services-là qu'ils devront avoir, est-ce que c'était une différence entre les deux? Disons que là, ce qu'on se pose comme question, est-ce que la valeur environnementale, est-ce que tout le transport qu'on va faire dans un milieu peu dense, est-ce que ça vaut la peine de faire de la collecte, supposons, des matières putrescibles et tout? On a fait des expériences de composteurs à la maison, à l'île aux Grues, par exemple. Et puis, ça a fait baisser les matières résiduelles qui étaient envoyées vers les sites d'enfouissement. Alors, il faut toujours peser le pour et le contre, là. Mais pour les milieux urbains, on voit que ça vaut la peine. Donc, pour les cœurs de village, tout ça, on pense qu'à long terme, ça sera une solution pour... Mais tandis que vers les rangs, les zones plus rurales, là, ça va être une question à se poser. On parlait en préparation de la rencontre, à un moment donné, de la problématique des sites d'enfouissement. Ici, à quelque part, on a Armor, à un moment donné, où les sites d'enfouissement, il y aura des décisions à prendre au cours des prochaines années. Est-ce que la problématique de ces matières résiduelles-là, vous la voyez comment? En fait, le secteur de la Côte-du-Sud n'est pas différent du reste de la Chaudière-Appalaches. Partout, il y a un effort à faire là, pour sortir les matières putrescibles des poubelles. C'est à peu près la moitié de votre poubelle là, qui est constituée de matières organiques qui peuvent être valorisées de deux façons, principalement, là, par compostage ou par biométhanisation. Donc, ce qui est une étape, là, souvent avant le compostage, pour aller chercher les biogaz là, que la matière peut générer. Dans les deux cas, ça exige de faire un tri de qualité, parce que la qualité du compost ou la qualité du digestat, c'est souvent en fonction des intrants, donc de ce qu'on met dans le composteur. Fait que plus les gens sont assidus à mettre la bonne chose dans le composteur, bien, plus le terreau, là, en fait pas le terreau c'est toujours le mélange, là, mais le compost qu'on va ajouter au terreau va être de qualité. Les gens à Saint-Henri, il y a une grande plateforme de compostage industriel à cet endroit-là,
Ils font toutes sortes de variétés de terreaux. Donc, il y a des terreaux qui sont valorisés par les horticulteurs et il y a des terreaux qui vont aller sur la revitalisation des sols ailleurs là, sur le territoire. Puis, l'autre exemple, à proximité, c'est le centre de biométhanisation de Rivière-du-Loup. Donc, eux, présentement, cherchent à avoir des plus grands volumes pour arriver à un équilibre là, dans la rentabilité des opérations. Eux, ils vont chercher une partie du gaz qui est disponible là, dans cette matière-là. Puis ensuite, le digestat, donc ce qui sort du réacteur, si on veut, lui, doit être aussi valorisé. Donc, ce qui est important, c'est ce qui rentre dedans, parce que la qualité du digestat est directement est en lien avec ce qu'on met dans le réacteur. Et c'est possible d'utiliser ces digestats-là quand ils sont de bonne qualité, là, de les retourner au champ, puis d'en faire des amendements là, de sol, là, un peu comme on utilise les purins là, dans le secteur agricole. Donc, tout ça est une question d'équilibre, mais la réalité de Montmagny, là, qui doit se conformer à la réglementation en 2022, c'est la même pour toutes les municipalités au Québec. Puis dans Chaudière-Appalaches, nous, ce qu'on constate quand on regarde les choses dans l'ensemble, c'est qu'actuellement, il y a très peu de villes qui ont mis en place là, la troisième voie pour la collecte. Puis effectivement, il y a des questions qui se posent dans le milieu rural. Je dis souvent la blague que les élus municipaux, la première fois qu'ils me parlent des gaz à effet de serre, c'est toujours le camion qui va aller chercher le compost dans le rang. En fait, c'est une blague, là, mais c'est une goutte d'eau là, dans les effets de serre là, du camionnage. Là. Et ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on peut aller chercher les poubelles 2 fois moins souvent pour, en alternance, aller chercher le compost à l'occasion? Est-ce que les camions sont capables de faire les deux? Est-ce que tout ça est possible? Disons, les coûts sont plus sur la gestion du parc roulant que sur le kilométrage supplémentaire là, qui est fait par un camion lors de la collecte. Mais je comprends que ça disais que 50 de notre bac vert, finalement, ça doit être du bac brun. C'est ça. Donc, on peut alterner. On le constate à Berthier aussi. Est-ce qu'on voit des désavantages à la gestion du bac brun? Des désavantages? Des senteurs ou des verres blancs? Oh, oui, à un moment donné, là, parce qu'à un moment donné, monsieur, madame, tout le monde, qui vont avoir ce bac-là dans leur cours demain matin, je dis, il y a un questionnement. La Ville de Lévis a mis en place la troisième voie là, il y a maintenant une dizaine d'années. Il n'y en a pas de problème là, sur le. Mais il y a un problème les premiers mois, là, en plein été, il y a des trucs à prendre pour éviter d'avoir trop d'amis dans son bac brun. Il n'y a pas tant d'amis que ça dans le bac brun. Il y a la moitié de l'effort à faire par les municipalités quand ils implantent la troisième voie, c'est l'effort de communication vers les citoyens pour expliquer aux gens qu'est-ce qui peut aller là-dedans, comment on manipule les matières, comment on peut nettoyer le bac à l'occasion. Puis quand les choses se mettent en place, ça devient un réflexe. Là, puis en tout cas, si on prend l'exemple de Berthier au commencement, c'était une grosse crainte. Oui. Puis à la fin, c'était correct. C'est ça. Monsieur Clich, je vous interpelle. Au niveau des jeunes, est-ce que c'est des actions dans lesquelles votre génération sent qu'à un moment donné, il y a une préoccupation plus grande envers l'environnement? Oui, bien en fait, nous, ça tombe bien parce que les Avertis, nous, ont été un peu, je veux dire, en parenthèse, engagés par la Ville pour créer des capsules d'informations qui vont diffuser pour sensibiliser le public à l'utilisation du compost. Fait que nous, on trouve ça super important. On l'a déjà instauré à l'école. C'est pas un compost industriel. On peut pas tout mettre dans ce bac-là, mais c'est déjà un bon début. C'est de la terre qui peut être utilisée pour les jardins, qui peut être utilisée pour l'agriculture, pour plein de choses, mais c'est vraiment une manière super efficace de réduire les déchets, comme les deux l'ont dit. Là. On croit vraiment à ça. Et le recyclage pour le bac bleu, le bac brun, c'est pas un problème pour votre génération? Bien, c'est encore un problème. Là. Ça dépend toujours du milieu familial. Si tes parents ne savent pas comment ça marche, le recyclage, il y a des chances que tu ne saches pas non plus comment ça fonctionne ou que tu ne te sentes pas interpellé par ça. Mais nous, en fait, aux Avertis, c'est un de nos efforts de sensibilisation les plus gros, de faire des activités à la cafétéria où on sensibilise le monde à qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bac, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le bac. Puis avec le compost, justement, comme on l'a dit, ça vient un peu comme simplifier des choses parce que le carton souillé qu'on ne sait jamais dans quel bac mettre, bien là, il y a le bac brun, fait que c'est encore plus facile à trier ces déchets quand on a le compost. OK. On parlait de recyclage tout à l'heure. C'est important de dire qu'on a des bons centres de recyclage, de traitement des matières recyclées sur le territoire.
Souvent, on a des reportages à la télé qui disent qu'il y a du gaspillage et tout, mais prenez pas ça pour Chaudière-Appalaches, parce qu'à Lévis, on a un très bon centre, en tout cas ce qui nous concerne ici. Peut-être toi, tu peux témoigner, tu es au courant encore plus Oui, que moi. Quand on regarde la performance des centres de tri à l'échelle du Québec, là, les deux qui sont situés dans Chaudière-Appalaches qui desservent la quasi-totalité du territoire, c'est-à-dire la société VIA à Lévis, là, où les matières recyclables de Montmagny se rendent, puis Récupération Frontenac, là, qui est à Thetford Mines. Les deux ont parmi les taux de rejet les plus bas. Donc, puis ce qu'ils rejettent, c'est pas parce que le procédé de tri est mauvais, c'est parce que ce que les gens ont mis dans le bac bleu ne devait pas aller dans le bac bleu. Donc, quand ça devient pour eux un déchet, là, mais c'est pas quelque chose qui sont pas... en fait, c'est pas une matière qui était attendue. Ça fait combien d'années qu'on a un bac bleu? De règle générale au Québec. Et je comprends actuellement qu'au niveau des jeunes, on est obligé de leur apprendre comment séparer le recyclage, parce que quelque part, il y a des gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Je crois que la première fois où dans la législation québécoise, on a demandé de sortir le carton et le papier de la poubelle, là, les premiers règlements ou les premières lois là, sont passés au début des années 80, sinon un peu avant. Donc, ça vous montre le temps que ça prend à ce que les gens adoptent des nouveaux comportements, puis qu'après ça, que toute la chaîne logistique là, se mette en place, que les centres de tri voient le jour, etc., etc. Et actuellement, malheureusement, on trouve encore du carton dans les poubelles, là, ce qui est une matière qui serait très, très simple à éliminer. On prenait dans les actualités de la semaine dernière, à Longueuil, entre autres, un problème au niveau de leur centre. Il y a quelque part, le centre est fermé, ils n'ont plus de place pour mettre leur matière, ils vont l'envoyer ailleurs. Vous, dans les centres sur notre territoire, est vendue à qui, la matière recyclable? Je ne connais pas l'ensemble des clients. Là. Comme partout au Québec, il y avait une certaine partie des matières qui allaient vers l'exportation. Donc, souvent, on entendait les marchés asiatiques là, par l'exportation. L'Asie, la Chine principalement, a complètement changé sa façon de recevoir les matières. Elle a annoncé ça longtemps d'avance. Hein. On a toujours l'impression que la crise s'est déclarée dans les dernières années, là. Mais la Chine, ça fait 10 ans qu'elle a publié sa feuille de route puis qu'elle a dit les étapes vont être les suivantes. Puis on est arrivé à la dernière étape, puis on dit, bien, la matière n'est pas de bonne qualité, on ne la prend plus. Et c'était connu, là, mais il en prenait encore là, jusqu'à tout récemment. Jusqu'à temps qu'ils disent non, jusqu'à temps qu'on atteigne la limite, puis qu'à quelque part, la matière reste en... La Chine avait communiqué amplement là-dessus. Donc là, on s'est retrouvé avec un problème, quels sont les débouchés, etc., etc. En fait, le défi qu'on a comme société, c'est d'avoir des valorisateurs à proximité. Il n'y a pas de raison d'envoyer des plastiques à l'autre bout, à l'autre bout des routes maritimes. Là. On pourrait très bien essayer de les transformer ici. Puis il y a différentes qualités de plastique. Il y en a qu'on transforme déjà ici. Donc là, c'est toujours de voir la valeur ajoutée. Donc souvent, ce avec quoi on n'est pas capable de faire des recyclages de qualité, c'est parce que c'est des plastiques qui n'ont pas été conçus pour ça. Donc, c'est des plastiques qui se recyclent très mal ou très peu. Donc, il faut que tous ceux qui produisent ces matières-là participent à l'effort collectif, puis qu'on ait davantage de ce qu'on appelle de l'éco-conception dans les emballages. Donc, de prévoir que lorsqu'on met quelque chose en marché, que cette matière-là puisse avoir une deuxième vie. Mais, tu sais, c'est des enjeux complexes. On ne développera pas les marchés ce soir. On ne pourra pas développer les marchés ce soir. Mais on a un projet de symbiose industrielle. Allons-y, allons-y. Donc, c'est pour une industrie qui a des rejets ou une autre industrie peut peut-être les utiliser comme intrants pour faire ses produits. Le plus bel exemple, c'est les scieries. Les scieries, ils font des 2x4 avec le bois et tout, mais la sciure de bois était avant, ils faisaient de l'empilage, ils brûlaient ça. Maintenant, c'est vendu pour des moulins, pour le papier et tout. Donc, ce qui est un rejet, un sous-produit, bien, devient un intrant pour l'autre. Fait qu'il y a une personne dans les deux MRC, là, qui fait pour les deux MRC, qui approche les industries pour voir c'est quoi vos rebuts, et puis, en tout cas, et quels sont les besoins que vous avez. Puis, il y a quelques petits projets. C'est difficile à commencer, mais ce serait un bel exemple à suivre là, dans le domaine des scieries. On aura la chance d'y revenir tantôt à la période des questions. M. Caron, un mot à ajouter sur cette problématique au niveau du recyclage? Du recyclage, moi, je trouve que justement, au niveau des matières, je trouve ça intéressant, ce qu'on a commencé à aborder. Vraiment de regarder en amont aussi, là.
c'est encore beaucoup des dérivés là, qui viennent du pétrole et tout ça. Qu'est-ce qu'on serait capable de faire au niveau de nos matériaux qu'on a ici sur place là, pour créer justement des alternatives aux récipients? J'ai l'impression qu'on a dévié une partie des matières qui s'en allaient dans le bac vert pour le rediriger dans le bac de recyclage, le bac bleu, mais en même temps, toute cette accumulation-là d'emballage qui finit plus, je ne sais pas, je trouve qu'on aurait peut-être une réflexion à faire en amont pour voir comment diminuer là, à la source là, ce qui pourrait être carrément levé du système. À la base de la consommation, de tout ce qu'on peut avoir qui est dans des contenants plastiques. Non, c'est sûr. Puis l'emballage par-dessus l'autre emballage, la boîte, puis l'autre boîte qui va dedans. Puis c'est sûr que moi, je pense qu'il faut vraiment là, travailler en amont, puis même tout le débat avec les pailles de plastique. Puis je regarde, là, est-ce qu'on serait capable de créer justement un dérivé, mais qui serait peut-être issu du bois à la place, qu'on pourrait envoyer directement dans les matières là, qui sont recyclables. Là. Je profite de votre intervention pour voir au niveau de votre organisation, les bassins versants, quelles sont vos principales problématiques au niveau environnemental? Les problématiques au niveau du bassin versant, disons que ça touche plusieurs enjeux. Il y a les enjeux, tous les enjeux de l'eau potable. Après ça, il y a des enjeux d'utilisation du territoire à quelque part. Au travers des années, on a chenalisé beaucoup les territoires, on les a modifiés beaucoup. Il y a beaucoup de milieux humides aussi qui ont été perdus. Tout ça, ça a modifié là, notre utilisation qu'on faisait du territoire, mais aussi des espèces, la faune qui l'habite. Puis tous ces enjeux-là, je veux dire, c'est quand comment je pourrais dire ça? C'est quand on fait quelque chose qui est globalisé, inévitablement, on peut avoir des contre-coups de ça. Puis les premiers, c'est les gens qui habitent le territoire là, qui sont affectés par ça. Que ce soit en milieu agricole, que ce soit en milieu forestier. Les pratiques ont changé, mais en même temps, là, c'est des personnes qui vivent, puis qui vivent en même temps les contraintes maintenant, le stress que la société, des fois, leur impose, entre autres avec le milieu agricole. C'est pas évident. Les enjeux, il y a des bandes riveraines, il y a tous les produits qu'on utilise, des fertilisants, puis en même temps, on sent que les gens sont maintenant dépendants de certaines pratiques. Fait que c'est comment maintenant travailler de concert avec ces gens-là pour les amener peut-être vers quelque chose qui permettrait d'améliorer des façons de faire, l'environnement. Mais en même temps, on a tout le temps dit, on leur a rajouté du fardeau, on leur a rajouté des façons de faire, puis pour essayer de tout le temps rendre les choses de plus en plus efficaces. Puis c'est ça qui n'est pas évident. Après ça, c'est de revenir en arrière puis de vraiment voir c'est quoi les changements qui vont être efficients. Parler de grande industrie, l'industrie forestière 1, avec forestière. les chemins qu'on fait en milieu forestier, puis à quelque part, on dérive le ruissellement de l'eau. Et l'autre, c'est au niveau des terres agricoles. On parle de fertilisants, d'engrais, on parle de purin, l'épandage de purin. Est-ce que ça fait partie de vos réalités encore aujourd'hui? Oui. Il y a beaucoup de tests. Est-ce qu'il y a une solution à ces problématiques? Oui, il y a des solutions, mais je pense qu'il faut prendre le temps de les expliquer. Mais oui, il y a des solutions. On a des projets à l'organisme de bassin versant. On a des experts, des agronomes, justement des biologistes, des experts en environnement qui sont là pour accompagner. On essaye de créer des projets de faire un réseautage avec plusieurs. Justement, on a un projet des 2 MRC avec l'OBV de la Côte-du-Sud pour une rivière. Et puis, on va amener des agriculteurs qui sont le long de cette rivière-là. On va sensibiliser, mais aussi faire des aménagements. Quelle rivière, M. Racine, vous voulez nous parler? On s'en va vers la rivière Vincelotte. OK. Qui est dans quel secteur pour le Cap-Saint-Ignace, Lillet, dans la limite des deux. En tout cas, c'est une rivière qui est ciblée. Et il y en a peut-être un autre aussi dans Lillet qui est ciblé. Puis là, on va avoir des activités par rapport à l'eau. Il va y avoir des travaux qui vont être faits comme un genre de bac de démonstration. Puis, d'un autre côté, on travaille sur la protection et la mise en valeur des milieux humides avec le CRECA. Donc, toutes les MRC de Chaudière-Appalaches se sont regroupées parce qu'on a une commande du gouvernement de faire des plans de protection de mise en valeur des milieux humides par MRC, mais MRC par MRC, ça n'a pas de sens parce que les cours d'eau, tout est interrelié. Et puis, sur mon territoire, j'arrête là, on le fait pour toute Chaudière-Appalaches avec le CRECA. Fait que ça, c'est toutes de nouvelles approches. Le plan de gestion des zones inondables aussi qui s'en vient. Il va y avoir un renouvellement aussi dans cette politique-là. Des nouvelles approches sur lesquelles on devra travailler. On travaille. Et puis, mais là, ça va être la sensibilisation. Parce qu'il y a des gens, là, milieu humide, eux, c'est simplement peut-être une mare à canard, mais ça va au-delà de ça, le milieu humide. Là.
et puis l'impact pour les inondations, comme tu disais. Fait que ce sont des enjeux là, qu'on travaille avec soit les OBV ou le CRECA. Parce qu'à quelque part, on a chanalisé le territoire beaucoup, que ce soit en territoire public avec les forêts, que ce soit en milieu agricole, que ce soit même en milieu urbanisé avec les égouts fluviaux et tout ça. C'est toutes des... Finalement, c'est qu'on ne veut pas que l'eau reste sur des territoires, à quelque part, pour pouvoir profiter, mais en même temps, toute cette eau-là, bien, à un moment donné, elle se ramasse dans les cours d'eau. Ces cours d'eau-là s'accélèrent, ça amène des problématiques d'inondation. Donc, il faut regarder des fois de où est-ce que le problème vient, ou de qu'est-ce qu'on a fait plutôt comme aménagement du territoire pour réaliser les impacts que ça a. Là. Est-ce qu'on analyse la qualité de ces ruisseaux? Est-ce qu'on Oui, sait? oui. On a plusieurs stations, nous, sur le territoire. On analyse la qualité de l'eau sur plusieurs rivières témoins. Donc, ça nous permet de suivre dans le temps l'évolution justement de l'état de nos cours d'eau. On a même d'autres techniques, même en analysant les invertébrés qu'on retrouve dans les cours d'eau. Les invertébrés, c'est un indicateur. Il y a des espèces de poissons aussi qui nous permettent d'avoir une idée sur la qualité de l'eau. Donc, c'est tous des moyens qu'on a pour suivre l'évolution, si on veut, de notre environnement en lien avec l'eau. Vous pouvez nous donner un exemple? J'aimerais ça avoir un exemple de la qualité d'une espèce. Un exemple de la qualité, bien, on a peut-être une situation qu'on essaie de corriger présentement, entre autres sur la rivière Boyer. La rivière Boyer, bien, il y avait une des plus importantes frayères à Éperlé-Arc-en-Ciel, finalement, là, dans le Saint-Laurent, puis cette frayère-là est disparue. Puis là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, là. Puis entre autres, bien, toutes les analyses de qualité de l'eau nous permettent de peut-être entrevoir qu'est-ce qui aurait pu causer cette disparition-là. Puis après ça, bien, au travers de projets, puis au travers de sensibilisation, essayer de réseauter les gens pour améliorer la situation. Entre autres, il y a des projets en milieu agricole où on essaie de replanter des bandes riveraines, replanter des arbres qui est une protection. Ce n'est pas la protection totale, mais ça évite qu'il y ait des sédiments qui se ramassent, entre autres, dans le cours d'eau. Puis ça améliore de façon générale la qualité de l'eau. Donc, on espère un jour que ce poisson-là emblématique, il y avait même un festival important en lien avec ce petit poisson-là qui est disparu. Donc, c'est une partie aussi de la communauté qui disparaît aussi. Quand vous dites « on essaie », c'est quel partenaire que ça implique? Il y a des partenaires, c'est vraiment les agriculteurs, c'est des gens qui vivent sur le territoire, qui sont sur le terrain. C'est vraiment des alliés importants dans toute cette démarche-là. Il y a le monde municipal aussi. C'est vraiment multispécifique. Nous, on est là pour essayer de coordonner la démarche, faire relever des projets, justement, asseoir les gens pour qu'ils prennent le temps de discuter des problématiques, puis surtout pour essayer de trouver des solutions, de façon vraiment concertée, que les solutions viennent des gens pour qu'après ça, ils fassent les actions positives pour améliorer les choses. Peut-être plus vous, M. Vaillancourt, au niveau du conseil régional. Armand comme tel, au niveau du site d'enfouissement, il y a eu des gens qui se sont opposés à un moment donné. Je crois qu'on est à l'étape de renouveler ou de négocier une nouvelle entente pour un centre de site d'enfouissement. Ce secteur-là, ça découle dans la rivière du Sud. Est-ce qu'on est capable de mesurer la qualité de ce courant d'eau? Et est-ce qu'on est capable de voir c'est quoi les actions qui sont prises en amont, si on dit, pour s'assurer qu'on aura une bonne... Normalement, là, il y a plusieurs questions dans votre intervention. Bien, je sais que vous êtes un bon orateur, donc vous allez m'expliquer ça. Dans les normes, quand on agrandit ou qu'on met en place les lieux d'enfouissement technique, là, parce il y a des membranes étanches qui sont installées, là, puis il y a des puits de captation tout autour. Là. Normalement, quand c'est bien fait, là, il ne devrait pas y avoir de lixivia, donc d'eau de pluie qui traverse le site d'enfouissement, puis cette eau-là doit être traitée avant de sortir du site. Et on ne peut pas... Les normes empêchent de contaminer là, les ruisseaux ou les rivières qui sont près d'un site. Si elles sont suivies, bien sûr. Généralement, ce n'est pas par mauvaise volonté, là, ce serait plus des bris techniques, là, mais ça reste des membranes étanches là, qui sont installées sur ces sites-là. Ceci dit, ces membranes-là ont des durées de vie comme toute chose. Donc, il faut toujours se questionner sur l'idée d'agrandir continuellement les sites. Ça va nous amener à avoir un endroit qui va avoir un passif environnemental, des fois sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Donc, on est en train de laisser possiblement un problème à une autre génération. Donc, il faut trouver des manières, de les faire de façon sécuritaire, mais aussi d'allonger la durée de vie le plus possible de ces sites-là. Puis là, on revient à la discussion qu'on avait tantôt sur de mettre dans ces sites-là seulement ce qu'on ne peut pas valoriser ailleurs.
Donc, tout ce qui est putrescible, on les sort. Tout ce qui est valorisable, on ne les amène pas là. Et après ça, quand on fait des choix de matière, bien, il faut aussi connaître les conséquences de ces choix-là. Arma, par le passé, là, pour toutes sortes de raisons, ont admis des matériaux qui ont réagi avec l'eau de pluie, qui ont dégagé des gaz là, soufrés, là, donc qui amènent des odeurs nauséabondes. Là, puis quand les riverains de ces sites-là, parce qu'il y a des gens qui habitent à proximité des lieux d'enfouissement technique, là, qui étaient là souvent avant même l'arrivée des sites, donc ça peut devenir fortement désagréable ou même invivable. D'où l'importance d'avoir une gestion la plus responsable possible, d'être capable de capter ces gaz-là ou de mettre les installations nécessaires là, pour limiter toute forme d'émission. Généralement, on y arrive. C'est pas, mais l'idée, c'est pas... Il ne faut pas voir l'enfouissement comme la seule façon de gérer les déchets. Et on parle de plus en plus d'économie circulaire, de synergie industrielle, comme Daniel le mentionnait. Normalement, là, il devrait rester très peu de déchets qui se rendent dans les sites d'enfouissement si toute la chaîne était optimisée. Est-ce que c'est la fin des sites d'enfouissement au Québec? Probablement pas. On a encore plusieurs dizaines d'années devant nous, mais il faut arrêter d'enfouir, c'est clair. Il y a des pays en Europe qui ont passé des lois qui interdisent l'enfouissement. Ça a forcé drôlement les autres chaînes à devenir innovantes puis à s'améliorer. Donc, puis les coûts à l'enfouissement peuvent aussi, il y a déjà actuellement là, des redevances que les municipalités doivent verser. Donc, à toutes les fois qu'il y a une tonne qui est enfouie, ça coûte cher au monde municipal d'enfouir si on valorise peu. Donc, ce n'est pas des incitatifs, là, on comprend. Ben, en fait, c'est des incitatifs. C'est un incitatif pour aller vers le recyclage et le compostage. On s'entend que c'est un enjeu majeur ici Oui, au niveau de nos ben, régions. c'est ça. Mais cette réalité-là est présente sur les territoires, est présente ailleurs aussi. On va rester dans le domaine de l'eau, le littoral. Est-ce que quelque part, les changements climatiques, mauvaise température, les vents qui viennent déferler sur nos rives, est-ce qu'on a une problématique au niveau de l'enrochement de notre littoral? L'érosion, oui. Est-ce qu'on est capable d'identifier à un moment donné, on peut faire quoi pour des solutions? Des solutions pour l'érosion. Le reprofiler une plage, c'est une solution. J'apprécierais, est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques qu'on pourrait identifier pour permettre aux gens de comprendre? C'est les pires qu'on peut identifier. Parce qu'il y a des secteurs où on peut faire de quoi par des méthodes douces, comme vis-à-vis Montmagny, vis-à-vis la polyvalente vers le fleuve. Là, la plage est plus ou moins endommagée et il y a eu des plantations. Et puis, il y a un certain succès. Une grosse tempête peut encore faire partir des plantations, là, mais il y a quand même un bon succès. Mais si on va de l'autre côté du bassin, vers le camping, la Pointe-aux-Oies, là, c'est une falaise qui est grugée. Puis, une des raisons, c'est que la période de glace est de moins en moins longue. Et puis, les tempêtes du printemps, quand il y avait de la glace, mais ça cassait la vague. Mais là, s'il n'y a plus de glace, la vague, la tempête printanière, en tout cas, parmi les tempêtes printanières, il y en a de plus en plus qui n'ont pas de glace, donc ils vont éroder davantage. Ça, c'est un gros enjeu. Moi, je suis le conseil d'administration de l'ASIM du sud de l'estuaire, donc qui part de Berthier jusqu'à Matane. Et puis, partout, tout le long, il y a des enjeux d'érosion. À l'aéroport de Montmagny, à la piste d'atterrissage de Montmagny, ils ont fait un enrochement. Ça va bien, hein, tu fais un enrochement. Mais il y a deux problèmes quand tu fais un enrochement. La vague frappe, puis elle creuse devant l'enrochement. Et après ça, ça finit des fois que l'enrochement tombe. Ou, au bout de l'enrochement, tu accélères, on va dire, la circulation. Un tourbillon qui pourrait... Ils appellent ça l'effet de boue. Le bout de ton enrochement vient creuser, puis ça fait un trou à l'autre bout. Alors, il n'y a pas de solution facile. Souvent, c'est par des méthodes plus naturelles ou laisser la place à la nature, puis des fois, surtout dans nos développements, prévoir d'être plus loin du bord du fleuve qu'avant, où est-ce qu'on avait 2 pieds dans l'eau, la galerie qui... La dernière tempête, ça doit être celle du 1er novembre ou d'autres cet automne. Il y a à Cap-Saint-Ignace, il y a des maisons qui ont perdu leur galerie et tout. Oui, il y a de gros problèmes d'érosion. C'est un enjeu important sur notre territoire.
On sait qu'au niveau touristique, Montmagny, les îles, c'est une signature. Est-ce qu'au niveau des îles, on vit les mêmes À problématiques? l'île aux grues, il y a un petit ruisseau qui est dans une baie, puis lui aussi se gruge, puis là, c'est la route qui est menacée, là. Fait que là, on a justement, c'est entre l'île aux grues et l'île aux oies. Fait qu'il y a deux endroits là qu'il faut faire intervenir. Mais il faut toujours, là, on veut faire un peu d'analyse pour faire la bonne intervention, parce que si on fait une intervention qui coûte très cher puis qu'il détruit une autre chose, bien, on n'est pas plus avancé. Mais il va y avoir urgence à l'île aux grues aussi. Un enjeu important. Oui. Est-ce qu'on Cap peut- Saint-Ignace a les mêmes problèmes aussi. Des terres agricoles à Cap Saint-Ignace là, qui se font manger. Là. Pour les eaux et les terres, est-ce qu'on a cerné les problématiques? Ben, c'est drôle, c'est parce que ce qu'on parlait, les érosions, puis les empierrements, puis tout ça, on voit la même chose en cours d'eau. Où s'il y a des empierrements, ben, c'est le courant qui s'accélère aussi. Donc, ça crée des débalancements ou des érosions à d'autres endroits. Puis au niveau côtier, puis au niveau des rivières, on essaie d'utiliser de plus en plus des techniques qu'on appelle de génie végétal. Donc, c'est d'essayer de trouver les bons végétaux qui vont résister, de temps en temps peut-être amoindrir les pentes. Puis vraiment d'essayer de réimplanter la berge pour avoir une berge qui est naturalisée, au lieu d'avoir un ouvrage qui est fixe puis qui va accélérer le courant, puis qui va amener les autres problématiques que Daniel parlait tantôt. Par Est-ce contre, c'est un phénomène naturel aussi, l'érosion. Fait que, pour pas toujours l'empêcher. Est-ce que vous avez une inquiétude ou vous sentez qu'on investit assez d'efforts pour être capable de régulariser ces situations? À qui ça s'adresse? Celui, Ben, celui qui c'est veut sûr qu'on a s'essayer. des inquiétudes, puis il y a des fortunes à mettre là, dans ça. Fait que, il faut voir est-ce que ça vaut l'investissement. C'est tout un quartier ou c'est une maison. C'est des choix douloureux qui sont à faire des fois. Hein, là-dessus. Peut-être même à l'échelle des municipalités, à certains endroits. Là. Je veux dire, c'est inévitable. Là. Il y a des gros changements qui s'opèrent. Donc, inévitablement, il va falloir s'adapter. Montmagny, les débuts de Montmagny étaient à la Pointe-à-la-Caille. Puis il y a des gens, il y a des gens qui ils ont fait des fouilles archéologiques, puis on ne voit plus grand-chose parce que la maison est rendue dans le fleuve. Là. OK. Si on fait un petit bond au niveau des énergies, l'énergie, quelque part, il y a des enjeux aussi en région. Si on commence par n'importe qui, au niveau de l'énergie, quelle énergie? Est-ce qu'il y a les possibilités de développement ici? Qu'on parle du gaz naturel, qu'on parle des éoliennes, qu'on parle... Qui veut s'aventurer sur le territoire de comment il serait le plus intéressant de développer notre économie? Développer notre économie, c'est sûr que tout le monde sait qu'il y a un projet de prolongement du gaz naturel vers Montmagny, de Bellechasse vers Montmagny. Ça fait partie d'un projet d'énergie qui est déjà dans la Beauce, déjà dans la région de Thetford. Montmagny, depuis 20 ans, réclamait, les entreprises de Montmagny réclamaient cette énergie-là. On a vu dernièrement que beaucoup utilisent le propane, mais s'il y avait le gaz naturel, bien, ils utilisaient le gaz naturel. On sait que ce n'est pas l'énergie... l'électricité est plus propre que le gaz naturel. Par contre, pour certains procédés, mais le gaz naturel est plus efficace. Alors, c'est le projet qui s'en vient de la part d'Énergie sur notre territoire. Pour les autres énergies, les éoliennes, des projets qui ont été déposés sur le territoire de la MRC, c'est de Montmagny, c'est juste à côté dans Bellechasse que les projets ont été retenus. Puis, ce n'était pas une question de vent, les vents étaient les mêmes, c'était une question de réseau d'Hydro-Québec. Si le réseau d'Hydro-Québec peut recevoir l'énergie produite par les éoliennes, bien, il va être favorisé, ce site-là, par rapport à un autre où il n'est pas favorisé. Alors, ça s'est développé plus dans Bellechasse. Il y a eu 2 projets, un grandiose de 75 éoliennes, il y a eu beaucoup de controverses. D'ailleurs, en Chaudière-Appalaches, on en a déjà discuté. Il y a des endroits où la chicane a pris dans la communauté parce qu'il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Tandis que dans d'autres projets, la communauté était favorable. Je pense au petit projet de Saint-Philémon avec 8 éoliennes, bien, un bon revenu pour la communauté, bien localisé. Puis ça a fini que c'était apprécié par la communauté. Monsieur Vaillancourt? Oui, je voudrais intervenir sur plusieurs éléments. Oui, on a un beau potentiel là, dans le Piémont et dans les Appalaches pour des développements éoliens. Si jamais il y a d'autres appels à proposition, il y a de fortes chances que les sites qui ont déjà été identifiés sur le territoire de Montmagny puis Lillet là,
reviennent parmi les projets potentiels. Puis, je dirais, les promoteurs ont appris à travailler depuis un certain temps au Québec. Puis, généralement, les retombées sont au rendez-vous là, pour les communautés. Là. Il y a cette préoccupation-là. Il y a une autre façon de développer l'économie énergétique de la région, c'est par l'exploitation de la biomasse à des fins de chauffe. Donc, on a un bel exemple ici, l'hôpital de Montmagny, là, qui se chauffe à la biomasse forestière. Ça permet, bien sûr, d'aller chercher la ressource à proximité, donc auprès parfois là, des forestiers ou des coopératives forestières dans le coin. Souvent, ça prend une plateforme, là, donc un endroit où la matière qui va être, la matière ligneuse va être préparée, donc de manière à livrer à la chaufferie la bonne chose, c'est-à-dire le bon copeau à la bonne taille, à la bonne fréquence, au bon degré d'humidité. Mais quand ces infrastructures-là sont en place, ça permet à plusieurs clients de ne pas avoir de problème d'approvisionnement, puis d'acheter non pas un camion de granules, mais d'acheter une certaine quantité d'énergie sur une base régulière. Et ça, il y a un potentiel incroyable pour la région ici, parce que le secteur forestier est très proche des endroits où on habite. Les distances de transport sont courtes, donc il y a une rentabilité économique, mais ça fait un certain sens. Et la biomasse forestière là, devrait être davantage employée pour toutes sortes de réseaux. Il y a des exemples ailleurs au Québec. Là, il y a des petits villages au Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie qui ont des réseaux de chaleur. Donc, une chaufferie centrale, puis quelques centaines de mètres de tuyaux qui permettent de chauffer tantôt l'aréna, tantôt les bâtiments municipaux, tantôt l'église, qu'on cherche des fois à recycler sous la forme d'un centre communautaire, tantôt une maison pour personnes âgées. Donc, c'est une chaleur qui est une forme d'énergie qui remplace très bien l'électricité là, pour des questions de chauffe. C'est vrai aussi pour les bâtiments industriels de plus grande taille. Donc, bon, là, je reviens vers le gaz naturel. Ce n'est pas le premier projet d'extension du réseau gazier qu'on observe en Chaudière-Appalaches. Il y en a eu effectivement dans la région de Thetford Mines. Il y en a même eu 2 séquences là, à Thetford. Il y en a eu un plus récemment dans Bellechasse. Ce qu'on constate, nous, au CRECA, c'est que ça n'a pas un très grand impact sur le territoire. C'est-à-dire, les entreprises qui sont là demeurent. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'il y a de nouvelles entreprises qui vont venir s'établir. Ce n'est pas le moteur que tout le monde voit dans le gaz. C'est une manière de stabiliser, dans certains cas, les entreprises en place. Puis, d'un point de vue environnemental, quand on regarde là, les données qui sont transmises lors de ces projets-là, pour 10 clients là, qui vont se brancher sur le gaz, il y en a 8 qui étaient déjà des utilisateurs de propane. Il y en a un qui était parfois au mazout. Lui, c'est important qu'il y ait une alternative parce qu'il est pas mal plus polluant. Puis parfois, le 10e, il était à la biomasse ou il était sur un procédé électrique. Là, c'est un peu dommage. Là. Il va vers un carburant fossile. D'un point de vue strictement environnemental, de remplacer du propane pour du gaz naturel, en termes de gaz à effet de serre, là, c'est pratiquement l'équivalent. Le gain n'est pas là. Le gain, pour l'entrepreneur, c'est un gain économique. Le gaz naturel coûte actuellement moins cher que le propane sur le marché. Donc, lui, quand il aligne les chiffres, il dit « c'est intéressant ». Là où le bas blesse, c'est que le distributeur, Énergie, lui, il ne peut pas faire financer ses extensions de réseau gazier par ses clients existants. Toutes les extensions, les nouvelles extensions sur le territoire doivent être rentables. Donc, quand on allonge le réseau puis on tombe dans des endroits où il y a moins d'entreprises, où la densité de population est moins grande, bien, cette rentabilité-là n'est pas au rendez-vous pour le distributeur. Donc, là, il y a un mécanisme qui se met en place et les gens de la place cherchent à voir s'il n'y a pas des aides publiques qui peuvent compenser pour le manque à gagner. Puis, et c'est ce qu'on voit là, dans tous les projets d'extension de réseau gazier, des fonds publics qui vont venir subventionner, si on veut, le manque à gagner du distributeur pour que tout le monde se branche, en fait, les clients potentiels. Dans le fond, vous me dites que le gouvernement font pour le gaz ce qu'ils font pour l'Internet
Parce que les compagnies, dans la nouvelle technologie, disent qu'il n'y a pas le volume pour être capable de développer les réseaux. On va subventionner une ligne, puis après ça, le monde va brancher dessus. Est-ce que c'est le même? Bien, c'est une subvention directe. Donc, on fait le choix collectivement de mettre une subvention. Là, l'Internet, on comprend que ça touche tout le monde. L'extension d'une ligne de gaz, ça va toucher quelques dizaines de clients potentiels. Donc, la subvention par entreprise est pas mal plus élevée que si on allongeait le réseau Internet. Et puis là, c'est un choix. C'est-à-dire qu'avec le même montant, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Parce que ces mêmes entreprises-là, là, dans 30 ans, dans 40 ans, ils vont dire le coût du gaz est rendu tellement cher à cause de la taxation du carbone qu'il nous faut une alternative. Donc, les gens vont exiger d'avoir accès, par exemple, à des infrastructures électriques de qualité qui peuvent envoyer beaucoup de puissance. Puis là, on va recommencer à subventionner. On voit ça venir, c'est très clair. Là. Donc, on aurait peut-être pu prendre les devants ou peut-être investir autrement. Puis, les entrepreneurs, quand ils cherchent à avoir le gaz, c'est parce que tout le monde l'a ailleurs. Puis, on est dans un continent nord-américain qui est gazier. Hein. Les Américains sont un des premiers producteurs de gaz. Donc, tous les équipementiers proposent des équipements au gaz. Donc, pour une entreprise, ici, c'est beaucoup plus simple d'acheter un équipement au gaz que d'essayer de trouver l'équivalent électrique du même équipement, parce que souvent, ça existe. Là. Mais ils sont plus loin, ils sont en Europe. Est-ce que la maintenance va être aussi facile à faire? Est-ce qu'on a les connaissances ici? Mais ça, c'est des choix de société de dire on va s'électrifier. D'ailleurs, le gouvernement en place est en train de mettre l'électrification comme étant une priorité nationale. Là. On risque de voir apparaître une plus grande volonté à avoir des technologies qui sont davantage utilisatrices de l'électricité. Ça va prendre un certain temps à se mettre en place. Là, dans le cas Montmagny, ce qui est malheureux, c'est que c'est probablement une des dernières extensions du réseau gazière au Québec. Les autres vont vraiment être marginales. Puis, on ne sait pas si on saisit cette opportunité-là pour avoir le gaz ou pour forcer l'innovation autrement. Mais c'est toujours une question de choix puis de positionnement. Mais les énergies fossiles sont appelées à décliner au fil du temps. Puis là, dans le discours d'Énergir, ils mettent une grande importance sur la possibilité d'avoir du gaz naturel d'origine renouvelable, donc par exemple à partir des biométhanisateurs. Le défi avec le gaz naturel renouvelable, c'est les seuils, c'est-à-dire que si on se donne un objectif commun dans 5 ans d'avoir 5 % d'énergie renouvelable dans le système gazier, il ne faut pas que la consommation de gaz naturel ait augmenté de 5 % d'ici là, parce que sinon l'effort est annulé. Donc, on aura la chance, j'imagine, d'en parler. J'imagine qu'on aura des questions à ce sujet-là. Je prends la balle au bon. On parle d'électricité, on parle de véhicules électriques. Ici, de 1 à 10, notre réseau de bornes électriques, est-ce qu'on est bien adapté à la réalité de 2019? Bien, il y en a on a financé au niveau du pacte rural des bornes dans des petits villages. Il y a des entreprises aussi qui en ont. Voyez-vous, Saint-Fabien-de-Panay, l'île aux Grues, Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre, Montmagny. Il y a des... Mais c'est l'œuf ou la poule, hein? Il faut en mettre plus qu'il y en a besoin pour partir, pour inciter les gens à avoir des véhicules électriques. Alors, on pourrait en mettre encore plus. Ce serait bien qu'il y en ait dans chacun des villages. Il y a un projet qu'on fait avec le CRECA, là, puis via le phare. On espère pouvoir qu'il soit annoncé bientôt pour qu'il y ait encore un déploiement sur toute Chaudière-Appalaches. M. Tlich, au niveau des jeunes, est-ce que le véhicule électrique est un... Les jeunes, maintenant, ça va à l'école, ça va au cégep en véhicule. Est-ce qu'on a des véhicules électriques ou on est encore avec un bon... Les véhicules électriques sont encore un peu plus dispendieux que les véhicules à essence. Donc, la majorité des étudiants n'ont pas de véhicules électriques. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs professeurs de cégep qui, eux, habitent à Lévis ou à Québec et qui viennent d'ailleurs et qui aimeraient bien avoir des bornes électriques dans le stationnement du cégep pour pouvoir se recharger et repartir. Mais au niveau des étudiants, non. Il n'y a pas grand monde qui a l'argent pour ça. Dans votre environnement, est-ce que c'est une réalité? Au niveau des véhicules électriques, c'est peut-être moins des enjeux que l'organisme de bassin versant, là, disons, est non, mais les producteurs agricoles, ou peu importe les industries monnaie, est-ce que vous... Non, c'est pas une réalité. C'est vraiment vous, votre réalité. C'est sûr que
c'est moins les enjeux, c'est vraiment au niveau de l'eau. Et la machinerie agricole, eux, c'est le gaz naturel, non? Ben, Mais c'est vrai que vous n'êtes pas à l'UPA. non, Ben, c'est ça. mais- Mais je suis certain. J'ai C'est- une des collègues qui est ici, effectivement, on aura peut-être des qu'elle gens aurait qui été pourront nous répondre, plus apte effectivement. à répondre, mais non. C'est pas parce que vous Je suis moins traitez- au courant de ces enjeux-là.